Eh ben, on est parti du coup. Je ne refais pas le sketch de te redire bonjour. Euh, mais en tout cas, ce que je te disais en off, c'est que je suis content d'être avec toi, surtout pour la pensée que tu as pour les gens qui ne te connaissent pas. Je sais pas comment tu te définis. Comment tu te définis avant tout? Moi, j'aime bien parler de ma journée, un peu à quoi ça ressemble. Moi, ce qui me fascine, c'est comment les gens vivent leur journée, plus que ce qu'ils font au final. C'est souvent on voit le produit final, mais on voit pas ce qui se passe au quotidien. Et moi, je m'intéresse plus, en vrai. Mon livre préféré, c'est Daily Rituals, un de mes livres préférés qui parle des routines des créateurs, des artistes, des réalisateurs, etc. Et du coup, moi, je suis Jean-Charles Kurdali. Et ma journée type, c'est de lire des bouquins, d'écrire pas mal, de faire du coaching. Donc je fais de l'accompagnement, notamment de solopreneurs aujourd'hui, ouais, principalement solopreneurs. Et ouais, et je vis à l'étranger, à Budapest, donc je passe pas mal de temps aussi à essayer de profiter quand même voilà, du cadre de vie que je peux avoir. J'étais nomade aussi avant ça. Mais globalement, c'est quand même très centré autour de la lecture, la pensée, les prises de notes, l'écriture et le business que je remets au centre un peu plus de ma vie après 2 ans où j'étais très, très plutôt sur une identité écrivain, penseur. Et j'ai publié mon premier livre l'an dernier et là je remets la casquette entrepreneur. Et après, ouais, je peux développer si tu veux, mais c'est par rapport à mon parcours avant aussi, j'avais d'autres casquettes, on va dire, qui font que voilà quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à remettre la casquette entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a amené à l'enlever et à la remettre peut-être? Ouais. Bah, moi, pour mon parcours avec les grandes phases, après je développe sur ce qui t'intéresse. Euh, moi, je suis un petit peu auto-déscolarisé, on va dire, à 16-17 ans. L'école me parlait pas trop, je trouvais ça chiant, lent, je n'étais pas du tout scolaire, enfin, je n'étais pas le bon élève. Et j'ai eu une première phase où j'ai eu la chance, du coup, ça a été le poker en ligne. J'ai découvert le poker en ligne en 2007. Et j'ai eu une première phase de vie où j'ai fait 6-7 ans du poker en ligne, dont 3-4 on va dire en professionnel. Du moins, c'était mon activité qui me faisait vivre. Tu gagnais, Donc, tu gagnais combien juste? Du coup, c'est quoi? c'était quelques milliers d'euros par mois, c'était pas énorme. Sur Euh, Internet. sur Ou en Internet, mais ouais. Mais parce que pour plein de raisons, j'ai pas réussi à pousser comme j'aurais aimé pousser et j'ai pas exploité, on va dire, mon potentiel de joueur de poker au maximum. Euh, Notamment pour des raisons familiales aussi, parce que j'étais mineur ou très jeune adulte, donc au niveau de la famille, c'était pas très bien vu de jouer au poker, encore plus sur Internet, encore plus en 2007-2008. Ça paraît, c'est assez loin maintenant. Enfin, c'est une autre époque par rapport aux années 2020. Peut-être l'équivalent serait de business en ligne, et peut-être que c'est plus accepté. En tout cas, en 2000, c'était moins le cas. Et parce que, attends, juste sur le poker, par curiosité, tu vois, par exemple, dans le tennis, on dit bah, t'es top 100, tu gagnes Ouais, bien ta vie. Dans le ouais, ouais. poker, c'est quoi Bah, l'équivalent? c'est mieux que le tennis. Pour le coup, ouais, je connais bien avec le tennis aussi. Poker, en fait, t'as même pas besoin d'être top 1000, en fait. Ça veut rien dire. Enfin, moi, j'étais peut-être, je sais pas, je sais même pas te dire, mais j'étais même pas dans les 1000 ou les 5000 meilleurs joueurs du monde et je pouvais en vivre, tu vois. Ok. Parce que c'est un jeu qui est rattaché à l'argent directement. Ouais. Et du coup, à partir du moment où tu joues des tables suffisamment chères et que t'es meilleur que le niveau moyen des tables sur lesquelles tu joues, t'es rentable. Et du coup, tu peux vivre de ton activité. Euh, et du coup, ouais, j'ai eu cette première phase qui m'a amené après vers l'entrepreneuriat. J'ai découvert à 21, 22 ans Olivier Roland, notamment à l'époque, où j'ai découvert Tim Ferriss par Olivier Roland, donc tout le délire, plus blog, digital nomadisme, et ça m'a pas mal marqué. Et paradoxalement, je me suis pas lancé finalement sur ce genre de modèle. J'ai lancé une startup parce que entre temps, tu as eu notamment l'émergence de The Family 2013-2014. Et du coup, j'ai été pris par la vague vraiment et la hype startup qui m'a beaucoup influencé à cette époque. Et j'ai fait une startup pendant 4 ans que j'ai vendue dans des mauvaises conditions financières au groupe, enfin, une filiale de La Poste. C'était une boîte de livraison de resto. J'avais créé un équivalent de Uber Eats, mais pour des villes entre 100 et 200 000 habitants, qui s'appelait Fetch. Ah oui, Et du ça coup, ça, existait. comment Uber Eats existait à l'époque? quand je lance, ça n'existe pas encore. Ça a créé en 2016-2017. Moi, j'ai lancé en 2015. Ok. Il y avait juste Deliveroo qui est connu en France aujourd'hui, qui a un peu d'avance au UK. Et moi, j'étais le premier acteur, on va dire, enfin, qui est devenu sérieux à se lancer en France à ce moment-là. Et on s'est développé dans 7 villes, mais toujours sur nos villes un peu de même taille, 100, 200 000 habitants. On était dans des villes comme Reims, Dijon, des villes comme ça. Et moi, j'ai lancé à Nancy, la boîte là.
Et du coup, ça répondra à la question que tu m'avais posée au début, du coup, pourquoi, du coup, notamment, j'entreprends d'une manière différente aujourd'hui. C'est parce que j'ai vécu déjà la boîte qui fait des millions, j'avais une trentaine de salariés, une trentaine de personnes. J'ai géré 500 livreurs, 500 restaurants. Enfin, du coup, j'ai déjà eu le truc avec les millions potentiels et vu ce que c'était en fait de monter une boîte qui, au bout d'un moment, te correspondait plus. Et j'ai vu ce que j'avais fait justement ou ce que j'avais pas fait pour en arriver là. Et du coup, depuis, il y a toute une quête aussi d'alignement perso et business que j'essaie d'avoir, qui est due à cette phase où je me suis retrouvé un peu pris par levée de fonds, croissance, recrutement. Vie qui t'appartient pas vraiment, au final, tu es complètement esclave de ton business. En tout cas, jusqu'à un certain stade. Moi, j'étais encore dans la phase où tu étais quand même assez esclave de ton business. De l'extérieur, ça paraît hyper cool parce que tu as une boîte stylée qui B2C, qui fait des millions, mais ton quotidien est pas forcément celui que j'avais envie d'avoir, quoi. Et donc voilà, c'est un peu les deux phases. Et après, donc tout un pan maintenant plutôt écriture, création de contenu, coaching, accompagnement. Un livre que j'ai publié l'an dernier, du coup, qui est un peu la synthèse de mes réflexions des dernières années, voire même de 15 ans presque en fait, en réalité, depuis l'adolescence, si je dézoome un peu plus. Et là, effectivement, je suis revenu dans un cycle plus business, avec tout l'apprentissage que j'ai eu, mais aussi avec voilà, des ambitions aussi, voilà, de vouloir construire quelque chose, d'avoir plus d'assets financiers, plus de levier en termes d'audience. Voilà, je veux remettre vraiment un coup de collier, on va dire, en tant qu'entrepreneur, parce que je ne me vois pas que la casquette un peu intellectuelle, penseur, écrivain. Je pense que j'aime bien en fait l'idée de pouvoir avoir les deux, pouvoir écrire des bons livres, mais en même temps d'être un vrai entrepreneur qui sait faire du business en fait, qui sait créer des produits, qui sait créer des belles offres, qui peut, avec l'argent qu'il gagne, créer de la valeur aussi, investir dans des projets qui me parlent. Donc je suis un peu dans cette phase-là, mais du coup j'ai l'impression d'être un peu de nouveau débutant. Il y a plein de choses que j'apprends à nouveau, parce que c'est un nouveau format pour moi, l'infoprenariat, soloprenariat. Moi je viens plutôt du milieu tech, startup. Donc voilà un petit peu pour le panorama de mon parcours. Trop cool. Et du coup, la startup, tu l'arrêtes quand? Ça, c'est en 2018, vers été 2018. Donc ça dure de 3 ans et demi, 2015 à septembre 2018. Ok. Et Et ouais, comment tu vis le changement de statut? Comment tu vis la phase après? Parce que tu passes du coup de ce chef d'entreprise, t'as quoi? T'as 26, 27 ans, un truc comme ça? ouais, 27 ans à la fin. T'as 27 ans, t'es chef d'entreprise, t'as levé des millions, t'as une boîte qui fait des millions, et d'un coup, t'es plus rien. Comment tu le vis? Est-ce que tu as des résistances? Est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de te relancer vite un projet? Ouais, raconte-nous cette partie. Ouais. Alors c'est assez complexe pour diverses raisons. Première chose déjà, c'est que j'avais eu les 2 dernières années de la boîte déjà un peu un shift identitaire où j'avais commencé à m'ouvrir à autre chose que la littérature business. Je me suis beaucoup formé à l'entrepreneuriat par les vidéos de The Family à l'époque, des livres que tout le monde a un peu lu dans cet écosystème, tu vois, à cette époque, le Lean Startup, Ben Horowitz, les bouquins de recrutement. Enfin, j'avais un peu lire le canon entrepreneurial startup en tout cas à cette époque. Et à un moment, je découvre d'autres livres, tu vois, Sapiens d'Harari à l'époque quand il sort, des livres de sociologie, un peu de philosophie, le stoïcisme. Et ça ouvre un pan pendant ma startup déjà qui est beaucoup plus vaste que juste faire du business. Et comme je suis un mec assez curieux, et j'ai eu une espèce de mini crise identitaire même pendant la boîte où je me disais c'est pas assez en fait ce que d'être juste le mec CEO de startup, même si la boîte est cool et ça me stimulait au quotidien. Et donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à créer du contenu en parallèle. Et c'est un article de Mark Manson qui m'a inspiré sur la diversification de l'identité. Et je me dis, je vais pas être que le CEO de startup, je vais être aussi créateur de contenu. Et j'étais un des premiers CEO à l'époque, en tout cas à ma connaissance, dans les startups en France, à publier sur Medium à l'époque. Et j'avais été pas mal lu à l'échelle française sur Medium en 2016-2017. Et je documentais juste ce que j'apprenais, tu vois. Qu'est-ce que j'ai appris après avoir recruté mes 10 premiers salariés, comment je suis passé de temps à temps de chiffre d'affaires. Un peu les articles écrits maintenant, Guillaume Moubèche par exemple, qu'il a écrit quelques années après. J'avais écrit ça en français à l'époque, il y a quelques années avant lui, on va dire. Et donc quand j'ai du coup pour répondre à ta question, la boîte s'est arrêtée, quand j'ai dû la vendre, j'ai déménagé à Paris. Moi, la boîte était à Nancy, donc je n'étais même pas connu dans l'écosystème parisien. Et en fait, ce qui m'a aidé beaucoup dans ma reconstruction, ça a été justement de ne pas être mono-identitaire et d'avoir cette casquette. Déjà, je lis des bouquins, je m'intéresse à la philo, j'écris des trucs. Et du coup, j'ai direct switché sur la partie création de contenu.
Donc ça, c'est ce qui m'a aidé. Après, en vrai, tu vois, pendant 2 ans, 3 ans, un peu de manière latente, sans trop que je me rende compte, j'en suis surtout rendu compte au début du Covid, il y avait quand même cette dualité entre est-ce que je remonte une startup ou pas? Et j'arrivais pas à trouver la réponse. Et en fait, ma conclusion, ça a été que à l'époque-là, en tout cas, si je voulais remonter une startup, c'était pour ce que j'appelle des mauvaises raisons. C'était, je veux montrer que je peux quand même la vendre, ma boîte, 50 millions, même 15 millions. Toi, tout ce que j'avais pas pu valider avec la fin de mon première aventure, et ben, je voulais prouver à je sais pas qui que je pouvais le faire. Mais par contre, les raisons plutôt intrinsèques, elles existaient plus trop, en fait. J'avais plus le désir d'apprendre avec ce modèle-là comme j'avais quand j'avais 23 ans. Et du coup, en fait, bah, j'en suis arrivé à partir à l'étranger à ce moment-là et complètement casser ce modèle et cette casquette entrepreneur pour me recréer, passer plus un cycle d'introspection, de réflexion, d'écriture et maintenant de repartir sur pas une page blanche, parce que j'ai construit une audience entre temps, mais sur un modèle différent qui, je pense, en plus, va pouvoir m'aider potentiellement si je remontais une startup ou un modèle, on va dire, scalable tech, SaaS ou autre dans 3, 5, 10 ans. Bah, je crois beaucoup plus maintenant à inverser le modèle à partir d'une bonne structure solopreneur, audience, assets divers, et monter une boîte au-dessus ou en parallèle qui bénéficie de ces assets que j'avais pas quand j'avais 23 ans. Parce que du coup, entre 2019 et ouais, il te faut combien avant de revendre il t'a fallu combien de temps entre l'arrêt de la startup, tu vois, et le moment où tu commences à vendre des choses dans cette nouvelle activité, il se passe combien de temps? Okay. En fait, c'était assez rapide parce que il y avait à l'époque, j'étais en très bon terme avec The Family, notamment avec Oussama, qui me suivait parce que j'ai ma startup était à The Family. Et il aimait bien mon parcours, tu vois, le gars qui a arrêté l'école ou qui était joueur de poker, enfin, tu vois, c'est le genre de profil, il l'aime bien. Et du coup, il m'avait proposé d'être ce qu'ils appelaient part-time director, donc j'étais conseiller des startups de The Family. Ok. Donc ça me permettait de faire ça, tu vois, en freelance à côté. Et j'avais lancé une activité de conseil, alors qu'elle était très mal structurée, l'offre était vraiment mal foutue et tout, mais j'arrivais à avoir des clients, tu vois, en mode un peu, euh, comment on pourrait appeler ça, un peu un bras droit, un board member, tu vois, qu'on paye, tu vois, pour des PME, des startups, tu vois, je précise ça hyper cher, en plus ça passait parce que j'avais une bonne réputation, alors que c'était pas du tout structuré. Et j'avais 2, 3 clients. Donc ça m'a permis de vivre grâce à ça en 2019. Et quand le Covid est arrivé en mars 2020, j'ai perdu tous mes clients en direct parce que j'étais un nice to have, tu vois, j'étais pas assez important avec le système que je proposais pour les boîtes. Donc Parce que j'ai perdu mes 3 clients. tu faisais ça en présentiel, du coup. Enfin, t'étais. C'était mix Zoom et présentiel quand c'était à Paris. Parfois, je me déplaçais. Ok, J'étais à Paris à ce moment-là. Du coup, ok. j'avais su que ça devait me rapporter 10-15 000 euros par mois, tu vois, avec 2, 3 clients. Euh, mais c'était pas structuré. Et juste, c'était le réseau. Et j'avais eu aussi, et c'est pareil, c'était le contenu. J'avais lancé un. J'étais premier sur Google sur la requête OKR. J'avais créé un article sur les OKR, système de management. En France, personne n'en parlait trop à l'époque. Et du coup, j'avais eu des mecs qui m'avaient appelé et ça s'est transformé de fil en aiguille comme une presta que j'ai pu vendre plusieurs milliers d'euros la journée ou sur quelques jours. Et pareil, ça m'a permis de vivre. Mais tu vois, c'était des trucs qui me venaient un peu à moi, tu vois, de par le contenu et par ma crédibilité, on va dire, ma marque perso. Mais c'était pas du tout structuré. C'était pas du tout structuré. Et j'ai tout perdu avec le Covid. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peut-être 3, 6 mois où je me suis pas trop préoccupé de ça. Et après, quand il a fallu refaire un peu du cash, j'ai lancé là, sérieusement, enfin sérieusement, parce que je pensais sérieusement à l'époque, une activité de coaching slash conseil que j'essaie d'un peu plus structurer. Et au final, celle-ci, elle m'a permis de vivre ouais, pendant 2, 3 ans, mais même sans trop pousser, juste avec mon audience, en fait, j'ai pu vivre de ça. Euh, mais c'était beaucoup moins structuré que ce que j'essaie de faire maintenant. Là, en fait, quand je me rends compte que je le prenais pas sérieusement, alors qu'à l'époque, je pensais que c'était entre guillemets sérieux, mais j'avais juste créé un contenant, on va dire, avec un contenu un peu flexible. Et juste parce que j'avais des gens qui me suivaient sur ma newsletter, j'avais des leads de temps en temps, mais il n'y avait pas de système d'acquisition, il n'y avait même pas une offre très claire. Il y avait juste des murs, on va dire, qui tenaient plus ou moins. Et ouais, je pouvais accompagner autant un dirigeant de start-up post-série B, tu vois, qui voulait plus des espèces de psy slash ancien entrepreneur avec qui parler, qu'un salarié qui veut devenir nomade digital, tu vois, et qui va se lancer, tu vois. Il y avait aucune, aucune congruence, on va dire, dans l'offre.
Après, moi j'aime ça, tu vois. Je pense que justement, ce que je reproche un peu à notre marché, c'est que beaucoup ont un super contenant, mais ont une super structure, tu vois, un super marketing, mais dans le fond, s'ils n'avaient pas tout ça, ils vendraient rien. Et je trouve ça cool aussi, tu vois, de démarrer comme ça, où en Ouais, fait, c'est vrai. on voit que tu as de la valeur et à apporter, et après, tu mets la structure. En tout cas, je pense que ça éviterait à beaucoup de choses de s'écrouler un peu plus tard, quoi. Il y a un truc, tu vois, qui me passionne, enfin, en tout cas, qui me fascine dans ton histoire, c'est qu'il n'y a aucun moment, enfin, tu veux créer une startup qui a beaucoup d'argent, mais pour autant, l'argent n'a pas l'air d'être quelque chose de très important pour toi, quoi. Ça a pas du tout l'air de diriger ta vie. Je me trompe ou... C'est vrai que ça, j'ai pas du tout valorisé pour le moment. Très rarement en tout cas. Euh, Après, je pense qu'il y a, si on fait, enfin, je pense qu'il y a plusieurs raisons derrière ça, mais effectivement, c'est pas mon driver numéro un. Il faut que je me mette des gros objectifs du style, je sais pas, je veux investir dans un tel projet, du coup, je pense que j'ai besoin de tant d'argent, du coup, ça me motive peut-être à faire un peu d'argent. Mais de moi-même, c'est jamais le driver numéro un. Ça a quand même changé récemment, parce que bah, là, j'ai 33 ans, du coup, j'arrive dans un cycle un peu différent, une phase de vie différente. Tu vois, je me projette, tu vois, construction de famille, avoir plus d'aisance quand même au niveau financier, pas juste être le gars célib, tu vois, qui peut vivre à l'étranger pour pas grand-chose, qui, tu vois, qui fait ses 50, 100 000 balles quand il a besoin et après il travaille plus, tu vois. C'est un peu ce que je faisais au final, tu vois, depuis quelques années. Et j'en ai marre de toujours faire ça, en fait, tu vois, arrêter de travailler, faire un livre pendant 2 ans. Donc là, je veux vraiment passer vraiment un cap, tu vois, qui, c'est même pas tant l'argent, mais tu vois, c'est vraiment passer un step pour pouvoir vraiment, bah, un, sécuriser personnellement et deux, pouvoir construire des choses plus solides sur le long terme. Donc ça a un peu changé, tu vois, c'est un peu mon shift cette année. J'ai essayé de mettre l'argent, de plus le valoriser. Euh, mais c'est vrai que historiquement, alors que pourtant j'ai du poker qui est quand même un jeu d'argent Ouais, ouais. et des startups qui est quand même l'endroit où les gens sont un peu en mode il faut faire du cash, bah, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, il y a un côté quand même très lié à l'argent avec les levées de fonds. Bah, c'était pas mon driver, effectivement. Parce que du coup, tu vois, la startup, bon, le poker, je peux comprendre, tu vois, c'est un jeu. Ouais, enfin, ok, la startup, je peux comprendre aussi, c'est que le, ouais, sur la startup, tu peux kiffer le truc de bâtir et t'en foutre un peu de l'argent, ce qui était probablement ton cas en Ouais. fait. Ok. Ah, moi, c'était un jeu, je trouvais ça génial d'apprendre. Enfin, enfin, bref, j'ai appris des trucs à une vitesse tellement folle parce que le modèle t'oblige à faire ça, en fait. C'est par design, en fait, tout doit aller vite. Donc, tu dois apprendre vite ou tu meurs, en fait, tout simplement, dans ce business-là. Alors, avec des côtés très malsains, hein. Des côtés en termes de culture, c'est très difficile. En termes de vie personnelle, c'est très difficile. Mais en termes d'apprentissage, si tu as la capacité d'accélérer ta learning curve, c'est exceptionnel comme modèle. Et c'est vraiment la Ligue des champions de l'entrepreneuriat pour moi parce qu'en fait, bah, les mecs sont tout en haut. En fait, c'est vraiment des mecs qui sont très brillants. Tu vois, alors ils ont chacun leurs caractéristiques. Brillant, ça veut tout et rien dire. Mais je trouve, tu vois, si je compare par exemple au soloprenariat, tu vois, qui est mon modèle actuel, je trouve beaucoup plus simple en réalité que j'ai l'impression de faire de la Formule 1. Tu vois, c'est vraiment de la Formule 1 au sens, il y a un petit verrou qui part en vrille. Tu dérapes et t'es fini, quoi. Tu vois. Et du coup, ça demande un niveau de précision, mais aussi il y a aussi un aspect chance aussi, un aspect qui est plus prépondérant dans les startups. Et par contre, j'ai des potes, tu vois, ou des connaissances qui ont commencé dans plutôt l'infoprenariat ou la vente de formation ou les accompagnements quand ils avaient bah, mon âge, tu vois, à 23, 24, 25 ans, et ils sont bah, multimillionnaires aujourd'hui, parce que sans dire que c'est plus simple, mais le chemin est un peu plus prédictible peut-être, si on met les bonnes choses au bon endroit. Alors que startup, tu peux pas faire comme moi, plutôt faire un truc cool, mais à la fin, tu vois, ça joue à un virage raté et pouf, tu sors de la piste. Tu vois. C'est quoi ton C'est, virage raté, toi, dans la startup? ah, objectivement, je pense que le premier virage raté, c'est presque dès le début, du coup, c'est peut-être un poil tard peut-être pour commencer ce genre de business. Tu vois, les gros acteurs, au final, ont plutôt commencé quand tu regardes aujourd'hui vers 2012-2013. Moi, je commence en 2015, un peu de manière un peu naïve, tu vois, dans mon coin. À Nancy, tu vois, je suis pas du tout en mode opportuniste. C'est une opportunité marché, j'y vais. Et donc, j'y vais vraiment très naïvement dans ce business. Donc, je pense que 2 ans plus tôt, ça aurait été mieux. Et après, je pense que deuxième chose je pense que je manquais d'ambition. Alors pas au sens ce que je vais faire avec la boîte, mais je suis resté à Nancy. Tu vois, même mon équipe, je pense que mes A-players, en fait, ça aurait dû être la norme. Et je manquais un peu, tu vois, même en termes de recrutement, d'ambition.
Mais c'était relié aussi à des manques de moyens par rapport à des levées de fonds. Enfin, tu vois, le fait d'être à Nancy, ça m'a un peu limité. Tu vois, je me dirais, alors ça, je vais encore me faire critiquer. Je me fais toujours critiquer par les gens de ma ville depuis 10 ans maintenant. On n'est jamais prophète dans son pays. Quand même, moi, c'est dans ma ville. Mais je pense en tout cas, ouais, j'ai manqué de perspective en fait, dû à mon environnement. Et numéro 3, des problèmes des mauvais choix au niveau technique. Ça, j'en ai pas mal parlé sur Internet, mais en gros, j'ai pas trouvé mon associé technique, je me suis pas entouré correctement au niveau tech. Et du coup, on a fait des choix, enfin, j'ai fait des choix hasardeux qui ont coûté très cher et qui ont notamment conduit à la vente forcée à la fin. Donc, c'est les 3 points, je dirais, donc time to market, manque de perspective et manque d'environnement vraiment très high level et tech. Parce que quand tu dis Bah, vente forcée, pourquoi il y a eu cette vente forcée? en, en gros, on arrivait dans un moment, on était dans cette ville avec les gros acteurs qui commençaient à nous attaquer sur nos villes. On tenait sur les villes qu'on avait ouvertes en premier, mais sur les villes on ouvre en même temps, ça devenait difficile. Et en gros, on avait tout un parc d'apps et de sites qu'on développait avec une agence, qui était une agence qu'on connaissait depuis des années, des gens qui étaient presque des amis en fait à l'époque-là. Et on n'a jamais réussi avec eux à finaliser le projet. Ce qui est très normal en fait, hein, quand tu commences à dire tech, startup qui rencontre une SS2I ou une ESN, ça va finir rarement bien, tu vois, mais je me rendais pas compte à l'époque. Les intérêts sont pas alignés, enfin, il y a plein de choses qui vont pas par design en fait. Et, euh, et donc on n'a pas réussi. Ça a impacté notre capacité à scaler le côté technique. On a eu une grosse aide technique qui a un moment impacté la croissance. Et dans ces modèles-là, si tu loupes 2-3 mois en termes de croissance, bah, tout ton prévisionnel il s'écroule. Tu doubles tes charges en fait d'un coup parce que tu te dépenses plus et tu gagnes moins. Et en fait, 3 mois sur des horizons 12 mois, c'est énorme en fait en termes de. Et du coup, on n'a pas réussi à lever de fonds. J'ai failli vendre la boîte quand même à un gros acteur. Là, j'aurais pu être multimillionnaire. Du coup, il y avait une grosse vente potentielle. Elle s'est pas faite. Et après, j'ai dû vendre en catastrophe pour que dalle en fait quasiment, tu vois, à la fin quoi. Ok, ok. Et parce que du coup, vous n'aviez pas de différenciation avec. Qu'est-ce que vous apportiez de plus qu'un Uber Eats ou un Deliveroo? Ouais. Nous, notre pari, c'était d'être vraiment bon sur des villes plus petites. Quand j'ai ouvert Nancy, il y avait personne encore sur ce marché-là. Il venait seulement d'arriver à Paris, donc je me suis dit, on va prendre le marché des villes entre 100 et 200 000, qui représentaient 40 villes en France, soit 30-40 villes. Et la différenciation, elle n'était pas tech, elle était surtout par une capacité localement à créer du lien avec tout le local en fait. Donc, j'avais un mec dans chaque ville en fait qui gérait la ville. Et du coup, je lui disais, le but, c'est que tu sois le deuxième maire de la ville et que tu connais souvent. Ouais, je disais, il y a le maire, il y a toi. Ça, et c'était vraiment son but au gars. Donc, je prenais des profils entrepreneurs. Alors, le problème de ce modèle-là, c'est que quand tu as un mec super, vraiment, et qui a les bonnes conditions, ça cartonne. Du coup, on arrive à se protéger, à battre les gros. Mais quand tu as un mec moyen, même moyen plus, le modèle tient pas. Donc, même à l'échelle, c'est difficile à scaler en vrai. Et en vrai, les modèles territoriaux comme ça, les boîtes qui se développent géographiquement, souvent ils enlèvent justement cette strate de managers locaux. Je me suis rendu compte avec le temps. Parce que l'humain, c'est le plus dur à scaler en fait. L'humain, c'est très très dur à scaler. Euh, T'es trop à l'abri, t'es trop à risque en fait que le mec il se casse ou il y a un problème où il est pas bon et en fait ça te détruit complètement la renta de la ville. Euh, c'est pas antifragile comme modèle en plus parce que s'il part, tu galères à remettre quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr. Donc en fait, même mon pari en vrai était difficile et ça je me rendais pas compte quand on était dedans parce qu'on n'avait pas assez de recul sur le marché. Mais maintenant j'ai regardé un peu de loin, j'ai vu qu'ils ont tous enlevé les dimensions, même des fois c'est juste un mec qui gère le pays où il y a deux, trois commerciaux qui tournent dans la plupart des pays, mais c'est très centralisé les modèles là maintenant. Alors que moi j'avais essayé de décentraliser quand même au maximum. Ok, bon, j'ai entendu ta vidéo hier sur la décentralisation. Tu avais peut-être un peu trop d'avance du coup sur l'idée de la. C'est pas sur la blockchain, ouais, c'est un autre sujet, mais Ok. Et parle-nous de ce qu'est une vie intentionnelle selon toi, du coup. ouais. Ah, la vie intentionnelle, c'est, comme j'aime bien le présenter, c'est l'opposé de la vie par défaut. Alors, c'est marrant parce que je t'avais écouté enfin, c'est sur ton podcast d'ailleurs, avec Elliot, où tu parlais de script sociétal, je crois de mémoire, tu avais cette expression que j'ai notée, que j'aime beaucoup. Et justement, moi, ce que j'appelle la vie par défaut, c'est toi ce que tu appelles le script sociétal, donc le chemin qu'on est censé prendre.
avec une petite nuance, c'est que je considère qu'il y a effectivement il y a un script principal, on va dire, qu'on nous propose, mais je pense que chacun aussi a son propre script, ce que j'appellerais du coup par défaut. Et du coup, tout mon point, c'est de dire bah, comment aider les gens à questionner leur propre version de ce que j'appelle la vie par défaut. Et ça serait quoi leur version du coup intentionnelle, du coup, donc en termes de choix de carrière, en termes de pensée, en termes d'environnement. Et parce que je considère qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque, en tout cas en France ou en Europe, où on a quand même bah, la possibilité vraiment de se construire quelque chose presque sur mesure, à condition d'avoir les bons outils. Et du coup, dans les bons outils, bah, tu as des outils un peu ancestraux, donc des outils d'exploration, d'introspection, comme la philosophie, la psychologie. Tu vois, il y a plein de choses où on peut vraiment faire un travail sur soi, de compréhension de soi. Et après, bah, les outils modernes plus, donc bah, l'entrepreneuriat, le quantum, tu vois, créer une audience, tout ce qui est ouais, les outils de Naval Ravikant, en fait, quoi, vraiment, de pouvoir vraiment. Même la globalisation, en fait, la globalisation, bah, il y a ça représente plein de problèmes, mais ça représente plein d'opportunités aussi. Tu vois, aujourd'hui, bah, toi et moi, je crois que t'es en France à la base, ou tu disais que t'étais à Genève, là. Non, non, je vis à Genève, hein. Je Tu suis, viens à Genève, mais t'es Ah français, ouais, je crois que t'es de ouais, je France. suis français, ouais, je suis français. Ouais. Bah, toi, t'as choisi du coup de vivre à Genève. Moi, j'ai choisi de vivre à Budapest. Nous, on subit pas. Du coup, on a choisi de vivre là. Et c'est parce qu'on vit l'époque qui nous permet de le faire. Enfin, on est sur Zoom en ce moment, on parle, on travaille en ligne et tout. Enfin, toi, ça a presque des lieux communs, mais les gens, je trouve, ne sont pas rendus compte encore de la puissance de ce qu'ils ont entre les mains ou devant eux grâce à Internet, leur ordi et leur téléphone. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'adéquation pour moi bah, on a toute la sagesse historique, le background scientifique depuis 300, 500 ans, même pour améliorer ses conditions de vie, et les outils technologiques maintenant pour pouvoir bah, faire presque du sur-mesure, euh, tout en sachant, j'ai conscience aussi que ça crée plein de problèmes, des grosses inégalités qui sont en train de se créer aussi, des transitions dans les villes où tu as bah, ne serait-ce qu'à Budapest, moi je suis à Budapest, bah, tu as tout le centre-ville, c'est un peu comme à Lisbonne, où il y a de plus en plus d'expats, ça devient de plus en plus cher, et du coup ça pose des problèmes au niveau social. Et après, bah, voilà, c'est des enjeux. Après, voilà, est-ce que tu es plus voilà, c'est l'individu. Après, c'est un peu une guerre, entre guillemets, ou une espèce de compétition à l'individu, ou comment tu remets du social. On peut développer, mais c'est presque un sujet plus, ouais, plus sociologique. Mais en tout cas, sur le côté individu, tu vois, qui est un peu mon cheval de bataille, comment aider les gens, tu vois, à vivre des meilleures vies, ben, s'ils s'arment des bons outils, je pense qu'ils peuvent avoir des vies exceptionnelles, tu vois. Et alors après, il y a toujours il peut arriver des dingueries, hein, il peut arriver des gros problèmes, malheureusement, c'est les aléas de la vie. Ça fait partie même du chemin, mais en tout cas, tu as quand même pas mal de contrôle sur ton chemin, je considère aujourd'hui, quand tu mets quand tu t'exploites les bons outils. Je t'entends jamais parler, tu vois, de spiritualité, d'âme, de toutes ces choses-là. Du coup, je suis hyper curieux de discuter de ça avec toi parce que euh, je t'entends jamais parler de tout ça. Pour autant, les sujets et les questions que tu poses sont des sujets quand même très liés à ça. Je pense que c'est difficile de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut vraiment sans devoir prendre le temps d'identifier quelle part de moi veut ça, quelle part de moi veut ça, et arriver à distinguer toutes ces choses-là. Du coup, c'est quoi ton point de vue sur l'âme, sur le cerveau? Parce que pour toi, ça a l'air simple de se poser ces questions et d'arriver à une réponse qui est claire. C'est pas le cas pour tout le monde. Euh, ouais, du coup, je suis curieux de t'entendre sur ce sujet. Quelle est ta vision c'est des questions qui t'intéressent? Ouais, c'est des questions qui t'intéressent? Non, pas Ouais, encore. mm, 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 mm. Ouais, complètement. Bah, comme Elliot, je suis assez, bah, c'est grâce à Elliot d'ailleurs, assez consommateur du travail de Ken Wilber. Je sais que vous l'aviez évoqué aussi dans son épisode, euh, qui parle justement la spirale dynamique, justement, des différents niveaux de conscience. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, Ken Wilber, il parle beaucoup qu'on peut avoir justement des parts d'ombre, et des fois, on va avoir notre centre de gravité, puis il y a des choses qu'on a un peu oubliées, tu vois, qu'il faut faire remonter. Et tu vois, bah, typiquement, moi, le sujet de l'argent, tu vois, ou du patrimoine, tu vois, c'est partie des choses justement où je considère que c'est un peu plus bas dans la spirale dynamique, tu vois. Et du coup, je suis en train de descendre pour remonter. Et j'ai l'impression que ma phase encore plus spirituelle, elle est encore un petit peu devant moi.
Tu vois, c'est des livres, j'ai déjà lu des bouquins, j'ai l'impression que, tu vois, je viens plus de la philosophie. Je sais pas si on peut, je sais même pas ce que ça veut dire, du coup, spiritualité, tu vois, j'ai pas forcément de définition propre. Mais en tout cas, les questionnements, l'introspection, le fait de prendre du temps avec soi, de se recueillir, d'accueillir la solitude, tu vois, ça, c'est des choses voilà, dont je parle et que je fais. Après, tout ce qui est plutôt spirituel et ou religieux, par exemple, ou des niveaux de conscience encore plus élevés que peut aborder Camus, j'ai l'impression que c'est plus vers là que moi j'ai envie d'aller, petit à petit. Et c'est là aussi que j'ai envie de faire amener mon audience, parce que je considère que ce qui est trop bien en business, c'est qu'on peut amener justement son audience à suivre notre propre chemin, nos quêtes. Mais je trouve ça un peu tôt, tu vois. Je me dis peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai plus de réponses à donner là-dessus. Par exemple, pour te donner un exemple, là, je suis en train de lire justement le bouquin dont il avait parlé, Elliot, avec toi, de Michael Singer, je crois. Comment ça s'appelle, Il y a Surrender Experiment. et il y en a un autre de Surrender Experiment. Ouais, j'ai lu le deuxième. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant. Mais tu vois, ça reste encore, j'ai l'impression, dans ma tête au niveau conceptuel. J'ai pas encore intégré dans le corps, tu vois, ce truc-là. Et comme il y a des choses, des fois, dans le passé, que j'ai intellectualisé, ça peut être dans le business, ça peut être dans plein de questionnements, tu vois, mais je l'avais pas encore vécu dans la chair. Et du coup, je trouve que je suis encore un peu. Toi, c'est là où Elliot m'impressionne, parce que j'ai l'impression Elliot, il est plus jeune que moi, et il a l'impression qu'il est en avance, tu vois, là-dessus, tu vois. Ouais. Il t'a pas emmené faire une retraite de LSD encore? Non, alors c'est pour d'autres raisons, parce que du coup, j'ai des contre-indications par rapport à ma famille pour ce genre de pratique. Ouais, j'ai des sujets de santé mentale dans ma famille qui font que je fasse attention. Après, c'est mon choix de le faire ou pas le faire, mais il m'a proposé. Ouais, je suis invité à la prochaine en juin, là. C'est en juillet, je crois, il a décalé. En juillet, oui, il a décalé en juillet, exact. Donc à voir. Yes. Et parce que, tu vois, je trouve que c'est difficile d'aborder ces questions sans aborder ça, dans le sens où si on te pose la question, tu vois, en 2013 ou en 2014, et on te dit qu'est-ce que tu veux dans ta vie, à ce moment-là, tu es probablement sûr à 95%. Tu me dis, bah écoute Julien, moi je veux monter une startup, je veux revendre ma boîte à 50 millions et tu es sûr de ça. Donc comment est-ce que dans ton approche, Okay. tu amènes avec tes clients à discerner Ouais, ok, du coup j'ai ma réponse, tu m'as fait réfléchir. Ma vision actuelle, c'est que c'est j'ai plus une vision empirique, on va dire, actuellement. C'est par l'essai-erreur, c'est par le projet. Moi, je pense beaucoup en projet. C'est que je vais plutôt inciter moi-même ou des clients, par exemple, à créer une expérience ou un projet qui permet facilement de tester, on va dire, comme un MVP de startup, tu vois. Est-ce que ça te correspond ou non, en essayant au maximum de pas, comment dire, de créer de l'optionnalité avec ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le modèle du soloprenariat, parce que je pense qu'il est assez simple à mettre en place, soit le freelancing ou le soloprenariat un peu plus évolué. Et justement, s'il est bien posé avec des offres claires, avec une audience que tu as constituée de manière cohérente, une forme de monopole personnel, ça t'ouvre beaucoup d'options après. Et du coup, après, tu peux juste tester. Je te prends un exemple personnel. Par exemple, après ma startup, j'avais une opportunité de créer un fonds d'investissement avec The Family. D'ailleurs, à l'époque, c'est marrant avec le recul. On a des bons potentiels de titres putaclic de l'interview. Ouais, j'ai failli monter un fonds avec Oussama Hamar. C'était avec lui en plus, en l'occurrence. Mais tout ça pour dire, c'est que du coup, j'ai testé. Je me suis dit, bon, ok, je sais pas si ça me correspond, mais j'ai la sensation que ça peut me correspondre parce que j'aime bien le côté un peu intellectuel qui analyse les marchés, qui comprend les dynamiques, les nouvelles tendances, qui aime bien parler aux fondateurs, qui les comprend. Du coup, sur le papier, toi, ça me correspond. Je me dis, je fais un projet du coup. Donc le projet, j'en ai fait 2 à ce moment-là. J'ai créé le podcast. À l'époque, il n'y en avait pas des bons podcasts sur ça, donc ça s'appelait Dans la tête d'un VC. Donc c'était le podcast où j'interviewais tous les investisseurs startups de France, surtout de Paris. Et j'avais créé un club d'investissement où je réunissais des business angels pour investir dans des boîtes. Ce qui me permettait de faire, entre guillemets, le job de VC, tu vois, en mode light.
Et ça, je l'ai créé en mode bourrin en 3 mois, tu vois. Tout a été créé, tu vois, j'ai mon podcast. Et du coup, au bout de 3, 6 mois, bah, j'ai compris que ça m'intéressait pas. Par, et là, c'est par le sens, c'est pas rationnel, c'est mon corps, justement, je voyais justement où j'avais un côté, tu vois, qui me bloquait. Et du coup, j'ai juste killé le truc, en fait. Mais il a fallu que j'expérimente pour voir si ça me correspondait ou non. Et du coup, je fonctionne plus comme ça. Et le problème du modèle startup, c'est que j'ai été pris. C'est pas grave de l'avoir lancé, mais il y a un moment, en fait, c'est un modèle qui est très emprisonnant. Et je vois plein de mecs, en fait, qui ont des boîtes qui font entre 3 et 10 millions, qui ont 30 à 50, 100 employés peut-être, qui sont pas encore à la phase où ils ont réussi à structurer et déléguer. Celui qui l'a mieux fait dans mon entourage, avec grand succès, c'est Alexandre Dana de Live Mentor, que j'ai connu plutôt dans la phase difficile, modèle instable, tout dépend de lui. Et maintenant, il est hyper structuré, il fait des jeux de cirque à côté, enfin, des grandes randonnées avec Elliot notamment. Enfin, et à côté de ça, il fait une boîte qui fait, je sais pas, 15-20 millions par an et il gère 150 personnes. Tu vois. Mais c'est créé la boîte dans laquelle il pouvait passer au niveau du dessus. Et trop de mecs sont coincés dans l'entre-deux, dont moi à l'époque en fait. Ok, donc j'aime bien l'idée. Effectivement, je pense que cette perspective, elle enlève beaucoup d'enjeux pour beaucoup de gens, parce qu'effectivement, je pense que pour beaucoup de gens, c'est ce qui les bloque le plus d'en trouver, c'est la pression de devoir trouver le bon truc qu'ils vont faire toute leur vie et qu'ils vont faire pendant 15 ans. Donc j'aime beaucoup Ouais. cette idée. Et c'est quoi les questions que je peux me poser justement pour identifier le projet que j'aurais envie d'expérimenter? Ouais, ouais. Juste très rapide, mais justement le truc le why, le grand why, le grand purpose, etc. Moi, je le vois plus encore une fois par itération en fait, d'avoir des petits purpose. Tu vois, déjà résoudre le premier problème qui est devant ta porte, tu vois, qui va te donner du sens. Tu vois, par exemple, à un moment, j'ai eu un moment où je me sentais vraiment pas bien en 2021 justement parce que j'étais dans une espèce de crise identitaire. Est-ce que je monte des startups, de la tech? Est-ce que je fais full contenu créateur? Est-ce que je vais écrire un bouquin? Du coup, je suis parti à l'étranger pour me donner un peu d'air et sortir de Paris, plus le contexte Covid qui était quand même assez anxiogène. Et, euh, et du coup, c'est par. J'ai pas vu ce que je voulais dire, ça va me revenir. C'était par rapport au projet. Bon, ça va me revenir, je me suis auto-perdu. Mais globalement, ouais, ça a toujours été les projets qui ont drivé. Et oui, c'est ça que je voulais dire. À un moment, quand j'étais vraiment au down du down, cette phase-là, le projet qui m'a donné du sens, c'était d'apprendre à taper au clavier à 10 doigts dans un café où j'allais le matin. J'étais à Nantes à ce moment-là. Tu vois, donc à un moment, t'as un down, et plutôt que de chercher une grande vision, moi, c'est ce que je reproche, par exemple, alors, on critique quand je dis ça, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans l'écologie, ou dans des causes assez grandes, tu vois, qui, je considère, tu vois, si on prend l'échelle de Ken Wilber ou des modèles équivalents, qui ne sont pas développés au niveau de ce qui est attendu pour qu'ils puissent gérer ce truc-là, tu vois. Peut-être d'un point de vue émotionnel, spirituel, philosophique, financier, peu importe. Enfin, un mix de tout ça. Et en fait, des fois, juste le gros projet de ta life, c'est déjà, c'est d'aller mieux, et du coup, peut-être, et pour aller mieux, c'est juste d'avoir du sens en ayant un projet qui te sort du lit du quotidien, tu vois. Et après, j'ai rebuild à partir de ça. Et 3, 6 mois plus tard, ouais, c'était reparti. Je pouvais faire des projets plus ambitieux. Donc pour moi, c'est toujours l'espèce de cercle concentrique, tu vois, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. C'est vachement par le projet que je me construis. Et pas, encore une fois, l'empirisme, l'essai-erreur. Ouais. Et du coup, quelles questions je peux me poser pour identifier ce Et projet? donc, quelle question? Ah, des questions Alors, spécifiques ou pas? ouais, alors, je réfléchis parce que il y en a une que j'aime bien, enfin, c'est plus un exercice, c'est les gens que tu admires, tout simplement. Je trouve que, tu vois, par exemple, se dire, qui est-ce que tu admires fondamentalement? Par exemple, moi, c'est pas trop les entrepreneurs, tu vois. Moi, les gens que j'admire le plus, c'est plutôt des écrivains en littérature, des philosophes, des sportifs. Et du coup, c'est un premier indicateur, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas essayer d'embrasser plus une posture quand même plus écriture, écrivain, auteur, etc. Donc il peut y avoir ça. Je pense qu'une autre approche aussi, c'est qu'est-ce que j'aimais bien faire, c'est revenir. En fait, je trouve qu'on oublie assez vite ce qu'on aimait bien faire, alors soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, ou sa vie de jeune adulte, et vraiment reprendre le passé au maximum. Et se dire, Toi, t'aimais écrire, t'aimais lire, t'aimais philosopher. ouais, j'aimais bien lire, j'aimais bien me prendre la tête à me poser des questions, ouais.
Ok. assez jeune. Euh, J'aime bien la compétition, globalement. J'ai toujours aimé, tu as du tennis, donc c'est ce que c'est, mais j'ai toujours aimé la compétition. Euh, j'ai toujours eu ce désir d'écrire des livres depuis que j'ai 18-20 ans aussi. J'ai toujours aimé partager du contenu. J'avais un blog au poker à 16-17 ans. Donc c'était naturel pour moi. En fait, écrire, c'est mon jeu, tu vois. Je me force pas, Ouais. j'écris de manière très fluide, très vite. Euh, donc j'ai vraiment repris tout ce que en fait, j'aimais bien faire un peu naturellement, on va dire. Enfin, naturellement, en tout cas, de manière passionnée. Et trouver une espèce de mix qui fait que ça peut s'intégrer soit dans un business ou dans une activité. Et tu vois, par exemple, pareil, le coaching, tu vois, j'ai toujours aimé mentorer, aider les gens autour de moi. Je suis le grand frère dans ma famille, j'ai mon petit frère, malheureusement, notre père, on n'a pas grandi avec lui. Et du coup, j'ai eu cette posture aussi avec mon petit frère, aussi à beaucoup l'aider. C'est moi qui le coachais au tennis quand moi, j'avais genre 11 ans. Et c'est moi, ou 12 ans, et je le coachais quand il avait 7 ans, quand il faisait ses premiers tournois, tu vois. Je te donne un exemple, tu vois, le truc de coaching que j'avais fait, ça te parlera du coup avec le tennis. Premier tournoi qu'il fait, je crois que c'est en 9-10 ans, donc plus petite catégorie. Et je lui dis, on va s'entraîner le matin et je vais t'apprendre le lift aujourd'hui. Tu sais, quand t'es petit, t'apprends pas encore à lifter. Et il savait pas le faire, mais je l'ai convaincu, parce que je lui dis, si tu apprends à lifter, tu vas gagner ton match. Et du coup, je lui ai fait croire qu'il savait lifter. Et du coup, il avait une courbe de ouf pendant le match. Et il a gagné son premier match en étant plus petit par rapport à son adversaire. Et en grande partie parce qu'il a pris confiance sur j'ai un truc que les autres ils ont pas, du coup je le sais lifter quoi. Et pour ceux qui savent pas, du coup le lift c'est l'effet que tu mets dans la balle pour garder la balle en terrain et qui accélère après, parce que fait très bien Nadal par exemple pour le contexte. Et ouais, du coup il y a cet exemple là, tu vois, et en fait j'ai toujours eu ça, toujours eu le côté à aimer aider les gens à avancer dans leur vie, avec parfois le mauvais côté, c'est, même si je le corrige maintenant, c'est d'avoir beaucoup aidé, mais pas aller moins chercher l'aide peut-être dans mon coin. Je peux ce côté des fois chercher des solutions par moi-même. Et maintenant, du coup, je fais gaffe, j'essaie de m'entourer plus. Mais je sais que j'ai plus par défaut le côté je vais aider ce que je peux aider. Après, j'ai aussi l'impression quand même que un truc qui t'aide à avoir une forme de légèreté dans toutes ces questions, c'est que tu abordes quand même ces questions avec une forme de curiosité, de légèreté. Tu mets pas un enjeu de mon estime de moi va dépendre de ce projet, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Et moi, en tout cas, dans mon audience, ce que je peux percevoir, c'est que euh, pour beaucoup, cette légèreté, elle est difficile. C'est difficile d'accéder à cette légèreté autour de ces questions, de par l'enjeu qu'il y a, que ça doit rapporter beaucoup d'argent, que ça doit te permettre de réussir. Toi, est-ce que du coup, c'est naturel que ce soit pas une angoisse pour toi de devoir réussir, de devoir gagner beaucoup d'argent, ou c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé pour développer cette curiosité et que ta vie soit une expérience relativement légère? Mm. Mm. Je pense que la curiosité, j'ai toujours eu, tu vois, moi je suis né en 91, donc un peu produit transition Internet, tu vois. Je crois qu'on est quasiment de la même année, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai passé énormément de temps sur les forums, les blogs, soit en tant que consommateur, contributeur. Tu vois, j'ai toujours aimé passer des soirées sur Internet à zoner, tu vois, jusqu'à 3 heures du matin, tu vois. Je ne sais même pas comment le temps passait. Enfin, j'avais toujours cette curiosité un peu à creuser des trucs. J'adore passer du temps sur Wikipédia, creuser des pages, tu vois, genre je vais regarder, je sais pas, ça m'intéressait la dernière fois, c'était Walt, c'est l'équivalent de Deliveroo en Hongrie, enfin dans l'Est, et je voulais voir comment ils sont développés territorialement. Après, je vais aller voir la chaîne de, je sais pas, de groceries du coin, et je veux pareil comprendre, enfin, je creuse des trucs, tu vois. Je suis curieux comme ça. Euh, et donc, et à titre personnel, bah oui, la philosophie, alors du coup, je pense que c'est la philosophie qui m'a beaucoup aidé en fait à prendre du recul au niveau de ma vie, se rendre compte, au final, ouais, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas grand chose de grave dans l'absolu. Tu vois, de toute façon, on va mourir à la fin. Ça arrivera quand ça arrivera. On essaie de faire du mieux qu'on peut sur le chemin. Et, euh, et ouais, je me dis, en fait, tout est. Alors, il y a des choses que je préfère, des scénarios que je préfère que d'autres, mais je me dis que tout est une expérience. En fait, même les trucs un peu cata, tu vois, je me dis, comment je réagirais si demain j'apprenais que j'avais je sais pas, un cancer, tu vois, comment je vivrais ça, en fait, tu vois, par exemple, tu vois, je me dis des fois, je me pose la question des fois, je me dis, est-ce que, ça, c'est ce que disent, philosopher, c'est apprendre à mourir, ce que, je crois, c'est Montaigne qui disait ça.
Et du coup, c'est le seul moment, tu sais, si t'es bien, on va dire, armé grâce à la philosophie, c'est le moment où c'est la vérité, quoi. Est-ce que quand tu vas mourir avant de boire la ciguë de Socrate, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, une fois, je me posais la question, tu vois, dans une situation vraiment critique, tu vois, comment je réagirais. Et en même temps, c'est un peu morbide peut-être pour certains, mais ça me rend curieux aussi, tu vois. Je peux dire, Moi, j'adore réfléchir autour de la mort, hein. Donc, donc, ok, bah, ça te choque pas, du coup. C'est très bien. moi, j'ai- j'ai une de mes potes d'ailleurs qui se fout très souvent de ma gueule autour de ça en mode ça va Julien, tes questions autour de la mort, ça avance. Mais parce que, tu vois, justement, dans ces questions, je sais pas si toi aussi c'est des questions que tu te poses, mais pour moi, une des meilleures questions que je puisse me poser pour justement identifier le prochain projet, c'est s'il me restait, s'il me restait 1 ou 3 ans à vivre, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait, ne pas avoir Hmm. créé, ne pas avoir expérimenté? Et je trouve que c'est une question ultra précieuse puisque Ouais. au plus est-ce que tu avances près de la mort, au plus est-ce que tu te rends compte de qu'est-ce qui est vraiment important. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il nous reste, si tu prends n'importe quelle personne à qui il reste 24 heures à vivre et tu lui demandes qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui, toutes les personnes te répondront, j'aimerais remercier et dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à ma vie. Et pour moi, cette image, elle nous montre à quel point euh, vivre dans l'amour et la gratitude est probablement une des choses les plus importantes qu'on puisse faire de notre vie. Mhm. Et s'il nous Et, restait 1 an ou 3 ans, probablement que les seules choses vraiment importantes, on les ferait. ouais. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'échelle de la journée. Euh, et je comprends que ça veut beaucoup dire sur effectivement ce qui est important, les relations globalement. Je pense, pour moi, il y a deux choses fondamentales dans ma vie, en tout cas, c'est les projets et les relations. Et souvent, les deux sont très liés. Je prends l'exemple, tu vois, quand j'ai fait mon livre et j'ai eu la sortie, enfin la soirée de lancement du livre, j'ai invité tous mes amis, tu vois, on était 80 pour ceux qui ont pu venir. Et au final, tu vois, presque ça valait les 1 an et demi, tu vois, de. Alors, je dis pas, hein, j'ai quand même aimé certains passages, mais c'était quand même difficile, tu vois, pour moi d'écrire mon premier livre. Et en même temps, bah, j'étais trop content parce j'ai cette soirée vraiment gravée, ça apporte énormément. Et après, là où je suis peut-être, sans dire pas d'accord, mais où je vois les choses un peu différemment, c'est sur les échelles. Parce que si on te donne, ok, si t'as que 24 heures, tu vas pas faire les mêmes choix que si on te donne 3 ans, tu vois. Ouais, Et ça veut pas dire qu'il faut enlever le côté gratitude et tu vois, relation, évidemment, sur 3 ans d'espérance de vie, qu'on te dit, mais tu fais pas les mêmes choix en fonction de ça. Et moi, c'est marrant parce que je prends la temporalité 5-10 ans pour me poser la même question que toi. Et la seule différence, c'est que j'ai l'impression que ça donne un peu plus. Alors peut-être que je suis moins rapide que toi, du coup, pour les projets, mais ça me donne l'impression que je peux, tu sais, un peu plus faire un vrai cycle. J'ai l'impression que mes cycles, moi, ils durent ouais, 3 à 7 ans, tu vois, je dirais. Donc je me donne un peu de marche, ouais, 5-10 ans. Et, et ouais, en tout cas, la question que j'ai, ouais, c'est moi, c'est souvent 10 ans même. La question que je me pose, c'est si j'avais 10 ans, là. Et, parce que 10 ans, c'est largement suffisant pour faire n'importe quoi, quasiment. Enfin, tu peux tout faire en 10 ans, en fait, toi. Ton objectif, hormis peut-être quelques trucs de dingue, tu vois, genre très pointu, tu peux quasiment tout, n'importe quel projet, tu vois, tu peux le mener, tu vois, en tout cas, faire très bien avancer. Et donc, ouais, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Ouais, enfin, voilà, pour ma réponse. ouais, c'est intéressant. Je trouve que effectivement, j'étais en train de penser en même temps que tu parlais, tu vois, sur le 3 à 10 ans, qu'est-ce que ça change? J'ai l'impression que bon, le 24 heures, on est d'accord, c'est pas ça qui va t'aider à trouver le projet, mais ça te permet de te rendre compte que au final, au-delà de tes petites querelles et tes dramas, tu as juste envie d'aimer le monde entier, tu vois. Donc, c'est plus pour ça que je trouve le 24 heures intéressant. Ouais, complètement. Ouais. Mais, mais le 3 et 10 ans, effectivement, j'ai l'impression que le 10 ans, il te permet vraiment de tout réinventer, alors que le 3 ans, il, il t'amène à te concentrer juste sur c'est quoi le truc le plus important que je pourrais changer. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire à 10 ans, tu peux tout changer. Tu peux changer de relation ouais, amoureuse, tu peux déménager, tu peux changer de projet business, tu peux absolument tout changer. Par contre, à ouais. 3 ans, j'ai l'impression que tu dois vraiment te focus sur le domaine que tu veux le plus changer. Ouais, c'est The Last Dance, quoi, le documentaire avec Jordan. Je l'ai Ça, pas c'est vu. Je l'ai pas le vu. dernier, le dernier projet, quoi. Ouais, c'est la dernière saison, mais nous, ce serait le dernier projet business ou le dernier projet personnel, ou enfin, le dernier projet, la dernière manière de vivre. Euh, Ce qui serait pas mal. Il serait pas mal de se poser la question. Bah, moi, je pense que tu vois, si j'avais 3 ans, là, euh, moi, ça serait autour de l'écriture, c'est sûr, tu vois. Ce serait écrire, passer beaucoup de temps, effectivement, avec les proches, euh, avoir le même type de journée, en fait, qu'actuellement. Bah,
le sujet argent, du coup, est enlevé parce que du coup, à 3 ans, j'ai pas besoin de faire beaucoup de cash. Parce qu'en fait, l'argent, pourquoi on veut en gagner? Parce qu'il y a l'incertitude de la durée de ta vie, en fait. Au bout d'un moment, c'est aussi un des gros. Alors, il y a certes peut-être des gens comme toi et moi, il y a notamment la construction peut-être de choses, mais je pense que pour la majorité des gens, et moi y compris encore, hein, c'est je ne sais pas combien de temps je vais vivre, donc je vais faire du cash parce que j'ai pas envie de me retrouver à 70 ans sans argent, quoi. Après, Et je pense que malheureusement, souvent, les gens qui n'ont pas envie d'argent pour certains projets n'ont pas conscience non plus que leur retraite va pas leur suffire, tu vois. ça, c'est effectivement un autre sujet parce que voilà, c'est hyper intéressant, mais c'est tout le problème. Voilà, c'est qu'on a un modèle qui est difficile, qui est toujours en transition, hein. C'est très, très complexe, ça. Mais ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Bah, c'est un de mes. Effectivement, enfin, je fais une digression là-dessus, ça ouvre un autre truc, mais c'est aussi ça qui me motive avec justement l'accompagnement, tu vois, ou aider les gens à entreprendre, tu vois, peu importe presque la forme d'entrepreneuriat, c'est vraiment d'aller sur des échelles financières qui permettent quand même d'avoir un mode de vie quand même qui offre plus de liberté, et plus d'options à long terme et de sécurité même en fait. Moi, je considère une chose, c'est l'entrepreneuriat est plus sûr que le salariat, tu vois. C'est un truc que ça fait tiquer les gens parfois, mais moi je considère que le salariat c'est quand même très, très précaire, tu vois, dans beaucoup de situations, pour plein de raisons. Enfin, tu dépends tu dépends d'un boss, tu choisis pas tes horaires, tu n'as aucun levier sur ton salaire. Enfin, t'as une crise, t'es mis de côté, t'es pas incité à apprendre, t'es fatigué. Enfin, bref, je vois pas grand chose en fait qui est positif, tu vois, euh, globalement. Après, Euh, moi, je pense pas que ce soit une question de salariat et d'entrepreneuriat. Je pense que c'est une question de bah, si on revient à tes journées, en fait, c'est une question de est-ce que tu aimes tes journées? ouais, Et moi, je vois plein d'entrepreneurs qui sont pas plus heureux que des salariés parce qu'au final, ils ont recréé un salariat dans l'entrepreneuriat où le but, c'est de trouver de l'argent et c'est de gagner de l'argent oui, et c'est vrai. on a perdu le projet de base. Donc, je crois que au-delà de la dualité entrepreneuriat-salariat, moi, ce que je crois, c'est plutôt la conscience avec laquelle tu vis ta vie qui a un impact plus important que euh, l'entrepreneuriat-salariat. Après, effectivement, je pense que au fur et à mesure où tu mets de la conscience sur ta vie, c'est de plus en plus difficile de trouver le cadre créé par quelqu'un d'autre que toi qui va te satisfaire, quoi. Complètement. Et je suis 100% d'accord sur effectivement beaucoup d'entrepreneurs qui au fait reconduisent ils reprennent le cadre du salariat et ils sont emprisonnés pardon, dans un modèle, dans un type de journée qui leur plaît pas. Et en même temps, au niveau économique, il y a un monde, tu vois, entre ce que tu peux faire en tant qu'entrepreneur au sens très large et potentiellement, d'ailleurs, pour ceux qui vraiment réussissent, on va dire, financièrement en tout cas. Et en même temps, peut-être que ta quête entrepreneuriale, que des fois je distingue quand t'es entreprenant versus entrepreneur au sens métier, tu vois. Si à un moment, ta vision et ton alignement, c'est d'aller vivre dans la forêt, tu vois, comme Henri David Thoreau, par exemple, tu vois, alors pour d'autres raisons, mais qui part au 19e siècle, vivre dans la forêt pendant 2 ans, bah, tu vis avec quasiment rien, tu vois, ou t'es Mathieu Ricard, tu vois, effectivement, t'as pas besoin d'être multimillionnaire, tu vois. Et t'es aligné, il a l'air de vivre une belle vie, tu vois, Mathieu Ricard. Mais il a fallu qu'il soit entreprenant. À un moment, il a fallu qu'il quitte ce mec-là, sur Ricard, traducteur du Dalai Lama et un moine au Tibet. Donc, il a arrêté sa carrière de scientifique avec son père qui était à fond, en plus, philosophe, mais qui était à fond derrière son fils pour qu'il soit un grand scientifique. Et il quitte tout pour aller au Tibet, quoi. Et, enfin, tu vois, donc c'est très entrepreneurial comme démarche. Or qu'il n'est pas entrepreneur au sens, il n'a pas une boîte aujourd'hui, même si en vrai il a quand même une boîte, parce que j'imagine qu'il y a tout il y a des choses derrière son nom. Mais on le considère pas comme entrepreneur, tu vois. C'est pas Elon Musk. Ouais, moi je le considère quand même comme entrepreneur. Je pense qu'il fait plus d'argent que toi et moi, hein. Ah, mais en tout cas, moi, c'est sûr. mais, mais oui, mais tu vois, de la perception des gens, tu vois, c'est pas un mec, c'est un moine, tu vois. C'est un. et je, alors, il Ouais. aurait même pu avoir la même vie Pour le coup, il sans est le côté. diversifié son identité. C'est vrai, il est diversifié. Alors, je prends le même exemple que lui, mais tu vois, son voisin, tu vois, au monastère, qui lui n'est pas Mathieu Ricard, tu vois, qui a fait le même choix, qui est parti d'une carrière, et qui lui, par contre, est complètement épanoui, entre guillemets, juste en étant moine et qui fait de la méditation avec tout ce qu'il peut faire comme activité, et qui a gagné, tu vois, parce il est là où il a envie d'être, il est bien, il vit ses journées comme il a envie de les vivre, et il peut vivre
500 euros, tu vois, j'en sais rien, enfin, peu importe le montant, tu vois, il vit de rien, en fait. Et Mathieu Ricard, c'est vrai qu'il y a cette dimension plus business, je vends des livres, etc. Donc, ouais, c'était plus ça que je voulais mettre en avant sur Mathieu Ricard, mais c'est vrai qu'il y a ce côté business qui. Après, en plus, je pense, tu vois, il y a un cercle un peu vicieux quand quand t'as pas créé une vie intentionnelle. C'est que du coup, ben, pour compenser le vide de te faire chier, tu as besoin d'argent parce que pour faire un truc qui est pas intrinsèque, tu as forcément besoin d'une récompense. Donc tu peux pas lâcher ta récompense. Et si tu te mettais à faire quelque chose que tu aimais, tu aurais besoin de beaucoup moins d'argent, tu vois, que ce que tu gagnes aujourd'hui et qui est la raison pour laquelle tu justifies de rester dans ton truc. Mais ce niveau de conscience, tu vois, c'est ce que tu te mets à penser une fois que tu as franchi la grille. Mais c'est difficile de le penser avant que tu aies franchi la grille. Tu vois, par exemple, je pourrais être heureux avec 2 000 euros c'est par mois. C'est possible de le penser une fois que tu as franchi la grille de vivre de manière intrinsèque. Mais tant que tu n'as pas franchi la grille, c'est difficile d'accéder à cette conscience, ce qui crée la peur de te lancer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, juste pour être sûr, ce que tu veux dire, c'est que du coup, il y a un moment, tu dois quand même faire un certain. Non, ce que je veux Beaucoup dire, plus c'est que, d'argent, pardon. non, ce que je veux dire, c'est qu'imaginons que tu te fais chier. Ouais. T'aimes pas ta vie, mais elle te rapporte par exemple 10 000 euros par mois parce que Ok, ouais. t'es cadre, t'es salarié, t'es ce que tu veux. Pour Ok. survivre dans cette vie qui te correspond pas, t'as besoin des vacances au Club Med. Ah oui, ok. T'as Ok, besoin de ok, tout ça. ok. T'as un Et lifestyle, du coup, pour voilà. compenser, ouais, ouais, qui te coûte Et cher. Ouais. dans ta conscience d'aujourd'hui, tu peux pas lâcher tout ça parce que tu peux pas imaginer une vie qui t'apporte suffisamment de plaisir intrinsèque pour ne plus avoir besoin de ces plaisirs extrinsèques. Et du coup, Hmm. tu es bloqué dans envisager une opportunité qui te limite, qui te génère au moins 10 000 euros par mois parce que tu peux pas accéder au fait que tu aurais besoin peut-être que de 2 000 3 000 si tu faisais ce que tu aimais. Quoi. Complètement, ouais. Et c'est Complètement. Après, pareil pour les entrepreneurs. Hein. Enfin, et moi, j'ai été le premier, tu vois, à, à générer, ouais, à générer 1 million d'euros de profit sans impôt et à me dire, à savoir ce que je veux, à savoir que je ne veux plus ça et à savoir ce que j'aimerais faire, mais me dire, ah oui, mais en fait, je peux pas faire ce que j'aimerais faire parce que ce que j'aimerais faire me rapporterait peut-être que 150 000 euros, tu vois, avec de l'argent dont je n'ai pas besoin en plus. ouais, Et effectivement. Et c'est très dur, effectivement. Et moi, j'ai pas été dans cette situation. Je l'ai pas vécu, mais euh, on me pose parfois la question, effectivement, de mon parcours. Entre guillemets, ça peut paraître comme une espèce de downgrade. Tu vois, tu passes de CEO startup, tu vois, qui fait des millions, à là plutôt 100 à 300 000 par an, tu vois, sur la phase actuelle. Alors, ce qui m'empêche pas d'imaginer de faire plusieurs millions par an dans quelques années, tu vois. Euh, qui sera peut-être pas d'ailleurs le jeu dans lequel j'irai, ou ce sera peut-être une erreur que je ferai un moment, tu vois, et après je rechangerai. Mais ce sera pas grave, au pire, ce sera une erreur et tant mieux, tu vois. Enfin, il y a pire comme erreur, tu me diras, dans la vie. putain, Mais mon erreur, c'est j'ai fait trop d'argent. non, mais tu vois, ouais, non, mais le pire, ça serait de faire trop d'argent. Ouais, non, mais enfin, bref, c'est des problèmes de riches, hein, C'est des mais pires. c'est quand même un problème, tu vois, c'est toujours la même chose, tu vois. C'est comme, tu vois, on va me dire des fois, la dépression, le manque de sens en Occident, c'est un problème de riches, tu vois, de privilégiés. On va te dire, si on compare avec d'autres continents, qu'on passe ces considérations. Et en même temps, tu vois, si tu prends d'un point de vue civilisationnel, c'est aussi parce que bah, notre histoire fait que, pour des bonnes et mauvaises raisons, on est peut-être un peu plus avancé sur certains aspects, tu vois, qu'il faut qu'on a des problèmes, en fait, différents, en fait, structurellement, en fait, et sociologiquement parlant, et anthropologiquement parlant, que d'autres continents. Et c'est juste qu'on est les premiers à les subir. Et ça veut pas dire qu'on est des nazes ou qu'on est des faibles, tu vois. Ça veut dire qu'on est les premiers on est les pionniers un peu à gérer ces problèmes-là. Et c'est juste des problèmes différents que bah, passer de 1 $ à 2 $ de revenus moyens dans un pays pauvre, tu vois. Et du coup, je pense que le problème, bah, du coup, de dire, bah ouais, les riches qui fait des millions, qui se plaint, Non, je suis bah d'accord. non, en fait, c'est un moment, ouais, bah oui, mais en même temps, il a ce problème, tu vois. Il a ce problème et tout problème je sais pas si je peux dire tous les problèmes se valent, mais en tout cas, tous les problèmes méritent d'être considérés et sont intéressants à observer. Toi, c'est comme quand j'étais CEO de startup et toi, j'avais un peu l'impression parfois que j'avais pas le droit de me plaindre parce que de l'extérieur, bah, j'avais une vie de ouf. Tu vois, pour mes potes, tu vois, ils pensaient que j'étais multimillionnaire, que tout allait bien pour moi. Enfin bref, de l'extérieur, c'était cool. Alors qu'en fait, j'avais que des problèmes. Tu vois, toute ma vie, c'était d'avoir des problèmes. Tu vois. La levée de fonds qui va pas, l'employé qui m'emmerde, tu vois, genre, un prud'homme à droite, le site qui déconne. Enfin, toi, genre, ouais, tu veux ça, vas-y. Ouais. Et enfin, tout ça pour dire, c'est que c'est pour
pour justifier presque les problèmes de riches qu'on parlait Ouais. avant. Non, mais enfin, tu vois, psychologiquement, pour le coup, les personnes que j'ai vues les plus mal psychologiquement, mais tu sais, avec vraiment un vide existentiel, sont des gens qui ont résolu la question de l'argent. Parce que il y a un paradoxe qui est que quand tu n'as plus besoin d'argent, tu ne peux plus avoir comment dire, un abri, on va dire, mental qui est je serai heureux quand je serai riche. Tu vois? Ouais, c'est la vérité, c'est le niveau tu prends la réalité là. Tu prends Exactement. la réalité. Tu peux plus fantasmer et te rassurer en te disant dans le futur ça ira mieux quand j'aurai de l'argent. Ouais, ouais. Mais bah, tu vois, par exemple, est-ce que c'est une bonne image? Je pense à la. Tu vois, je me dis souvent, tu vois, par exemple, avec le voyage. Tu prends l'exemple du voyage, tu vois, je serais plus heureux si je peux, tu vois, d'aller dans tel pays, ou si j'étais plus mobile géographiquement, alors, peut-être. Et en même temps, si tu sais pas être heureux là où tu es actuellement, tu seras pas plus heureux à l'autre bout du monde, quoi, en réalité. Donc, toi, même au-delà de l'argent, tu vois, même le niveau géographique, ça vaut aussi. Toi, que je sois, j'étais en Turquie, en Géorgie, et à Budapest, en Hongrie, tu vois, c'était moi qui c'était juste, notre roi, mais ça restait. Donc, si j'avais un problème, j'avais toujours le problème, tu vois. Il disparaissait pas. Donc, l'argent sera, il y aura des problèmes qui s'enlèveront en partie, tu auras des nouveaux problèmes, en fait. Bah, tu as d'autres problèmes quand tu as de l'argent, très certainement. Et plus tu en as, plus tu as des problèmes différents, complexes, que tu n'attends pas à avoir, peut-être nécessairement. Euh, ouais. Enfin bref, encore une fois, moi je vois ça comme un espèce de jeu, une expérience, effectivement la vie, donc ça fait partie. Ouais, euh, je verrai ce que c'est, tu vois, si à un moment j'ai un niveau de financier qui font que j'ai des nouveaux problèmes à gérer. Mais ouais, je sais Tu, plus. tu l'as toujours vu comme un jeu ou une expérience ou c'est un auteur, une inspiration qui t'a créé un déclic comme ça? Euh, c'est une bonne question. Euh, J'arrive pas à répondre. J'ai l'impression que c'est un ensemble de choses en fait qui font que j'en suis arrivé. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un truc qui m'a fait dire c'est une expérience à vivre. Mais toi, j'ai multi-influence, multi-expérience personnelle. J'arrive pas à trouver là. Tu vois, il y a pas un truc qui pop, tu vois, qui vient. Et toi, autant un Derek Sivers, tu vois, sur même pas sur How to Live, mais de manière générale, sa manière de vivre, de présenter les choses, où il a plusieurs phases de vie très différentes. C'est un mec que j'adore qui était dans le cirque, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans le nomadisme, dans l'écriture. Tu vois, c'est un mec qui m'inspire beaucoup. Euh, des Diogènes qui vivent dans un tonneau et qui philosophent dans l'Antiquité, enfin dans la Grèce antique. Euh, de lire du Sénèque et de me rendre compte effectivement l'argent, t'as beau être le plus riche du monde, t'as des méga questionnements existentiels. Et t'es pas forcément aligné avec ta philosophie. Tu vois, il avait des gros problèmes, Sénèque, entre comment il vivait, l'image qu'il avait et comment il se sentait intérieurement. Ah ouais, ok. J'ai pas je connais les citations de Sénèque, mais j'ai pas lu Sénèque. Ouais, bah, Sénèque, c'est l'homme le plus riche de son époque. Ok. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un gars qui en fait, est milliardaire, en fait, tu vois, si on met actuellement, tu vois, qui est l'homme le plus riche et un des plus puissants de Rome, qui était le précepteur de l'empereur hein, aussi, et qui est considéré, tu vois, j'ai lu des biographies, des trucs, enfin, qui n'a pas forcément vécu exactement comme il peut le dire dans. Alors après, ça, on sait rien, c'est à deux bilans, hein, mais la personne qui va nous dire la vérité. Mais voilà, il y avait en tout cas une espèce de tension interne, a priori, entre les principes stoïciens, ce qu'il pouvait écrire dans ses lettres, qui sont exceptionnelles, et comment lui-même a vécu. Et sûr que moi, une de mes grandes sources, on va dire, en termes de philo, enfin, une de mes grandes croyances, c'est l'importance de l'adéquation entre ce que tu penses et ce que tu vis. Et donc ta philosophie de vie qui doit être en adéquation avec ton mode de vie et inversement. Même si Et, j'ai une limite par rapport à ça, c'est que j'ai une croyance, c'est que le jour où tu vis à 100% ce que tu enseignes, tu n'as plus besoin de l'enseigner. Et t'arrêtes d'avoir un intérêt à l'enseigner. Et je crois du coup que tu enseignes ce que tu as le plus besoin d'apprendre. Du coup, ouais, je suis curieux, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu perçois vivre une vie intentionnelle hyper intéressant. Complètement. C'est marrant parce que les gens me. Tu sais, c'est un peu le troll maintenant, ou la blague, tu vois. Genre, tu sais, quand je fais dans mon entourage, s'ils considèrent que je fais un truc pas intentionnel, ou tu vois, ou un comportement non intentionnel, ou que sais-je.
Et en fait, bah, effectivement, pourquoi j'ai écrit là-dessus, pourquoi c'est des sujets qui m'intéressent, parce que je considère que j'avais justement ce travail, que je fais toujours, tu vois, je parle que c'est un projet de vie intentionnelle, que c'est un chemin. Tu vois, en philosophie, la philosophie, c'est la quête de la sagesse. Le philosophe ne se considère pas sage, il est en quête de sagesse. C'est un chemin infini. Et moi, j'ai un peu pris cette métaphore dans mon bouquin où je dis, bah, le philopreneur, qui est l'archétype du coup de la vie intentionnelle, est dans une quête intentionnelle qui n'atteindra jamais à 100%. Ouais. Donc, et aujourd'hui, du coup, si je dois répondre entre 0 et 10, bah, je dirais entre 7 et 8, tu vois. On va dire plutôt 8, du coup, parce que j'aime pas dire 7. Je trouve que 7, c'est la réponse un peu centrale, qui est un peu bidon. Donc, en ce moment, je dirais à 8 sur ma vie. Qu'est-ce qui fait que t'es pas à 10? Qu'est-ce qui fait que je suis pas à 10? Bah, tu vois, je me bats en ce moment avec. Enfin, je me bats. Je sais pas si c'est le bon terme. Je travaille sur bah, la nutrition. Tu vois, je me suis rendu compte que bah, j'ai beau faire plein de sports et tout, je peux avoir des. Sans dire que je suis boulimique ou que sais-je, tu vois, mais tu vois, je peux un peu mal manger, j'ai des mauvaises habitudes parfois qui reviennent. Et c'est pas aligné avec comment j'ai envie d'être, tu vois. J'ai envie quand même d'être. Ouais, de mieux respecter mon corps, de mieux me nourrir, tu vois, de me sentir mieux, tu vois, par rapport à ça. Et j'ai ça aussi avec le sommeil, tu vois. Je me suis un peu déréglé l'an dernier quand je suis arrivé à Paris. J'ai beaucoup de mal. Ça fait quand même 6 mois pourtant que je suis revenu à Budapest et j'ai toujours un peu de décalage par rapport à un peu mon rythme idéal. J'adore le matin, tu vois, pouvoir me lever tôt. Alors, ce que j'appelle tôt pour moi, c'est disons, ouais, 6h15, 6h30, tu vois. C'est variable par rapport aux gens. Et pour avoir vraiment, tu vois, du temps, tu vois, sentir, tu sais, même la fraîcheur du matin et tout, si je veux marcher, et pas commencer à 8h, tu vois, ou à 7h30, 8h, et sentir, ok, je vais me mettre à travailler. Et j'aime bien que la première heure ou la première heure et demie, elle soit, tu vois, lente et chill, tu vois. Euh, donc ça me va pas, tu vois, donc faut que je travaille là-dessus en ce moment. Donc c'est pour ça que je suis pas à 10. Donc Je ça suis pas à appuie ma théorie. Que... Effectivement, effectivement, et c'est pour ça que j'adore la création de contenu et j'adore l'économie dans laquelle on est et dans laquelle on peut graviter. Toi comme moi, c'est se dire, en tout cas, je vois comme les gens vont nous suivre sur des décennies, hein, si on a la chance en tout cas, de vivre pendant tout ce temps-là et en bonne santé. Et en fait, on va enfin, en tout cas, moi, je vois pas ça, ils vont suivre mes quêtes. Moi, je me vois un peu comme un guide, pas du tout comme un expert en groupe. Juste, voilà, j'ai mes quêtes, ça attire certaines personnes. Et comme Elliot fait très bien, tu vois, et Elliot Meillet, et à un moment, ma quête sera peut-être très spirituelle, et en fait, je vais amener mon audience vers ça. Aujourd'hui, elle est plus reliée au soloprenariat, plus à l'argent cette année, parce que bah, c'est mon sujet, effectivement, en ce moment. Euh, Ils m'ont suivi sur la phase plus écriture, tu vois, ça a inspiré ça. Donc, ouais, et effectivement, quand j'aurai résolu le truc, ben, je passe au step d'après, en tout cas, pas au sens meilleur, mais juste différent, et les gens me suivent, tu vois. J'anticipe déjà ta réponse, tu vois, mais je suis quand même curieux de te poser la question. Ouais, je vais te poser une question oui ou non, c'est plutôt qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait penser que cette économie elle est durable? Parce que je peux te donner plein d'arguments qui font que cette économie, la créateur d'économie, il y a plein d'arguments qui font qu'elle peut ne pas être durable. Un, l'arrivée de l'IA. Deux, ben en fait, si tout le monde devient un créateur, est-ce qu'il y a encore vraiment une valeur à être un créateur? Euh, voilà, je pense que tu as d'autres arguments en tête. Ouais, ouais. Comment tu justifies ces arguments pour croire que cette économie est durable? Ouais. Alors déjà, je partage pas avec Naval Ravikant que tout le monde peut être un créateur ou avoir son one person business ou peu importe comment on appelle ça. Euh, j'ai une vision un peu plus pessimiste où je pense qu'effectivement les inégalités vont plus s'exacerber que se resserrer. Ma vision, tu vois, à 10-30 ans, on va dire. Euh, donc je viens quand même plutôt de comment j'aide les individus, tu vois, ceux qui veulent s'émanciper ou s'extraire de cette situation de monnaie intentionnelle, à, tu vois, bah, arriver et puis d'augmenter ce pourcentage de gens. Mais ma quête, c'est pas comment 100% des gens arrivent à avoir ce modèle. Tu vois. Après, sur le côté IA, je considère que bah, c'est ce qu'on appelle en philo le pharmacone, tu vois, c'est toujours un remède ou un poison. Donc je pense qu'on peut l'utiliser. Moi, je ne crois pas du tout que la créativité humaine, enfin, l'humain aura toujours un rôle à jouer
même si on nous enlève les jobs, c'est juste qu'on redéfinira ce qu'est le travail, on redéfinira ce qu'est la valeur, ce qu'a de la valeur. Enfin, tout sera redéfini. Alors, ça sera peut-être violent, hein, selon ce qui va se passer en termes d'évolution de cette technologie. Mais tu vois, même le travail, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire le travail? Pourquoi enfin, du coup, c'est cool. Tu vois, on pourrait se dire, bah, pourquoi on pourrait se définir autrement que par notre activité. Tu vois, comme je me suis présenté au début, tu vois, je t'ai dit, je lis des bouquins, je marche, pas dit, mais je marche beaucoup, je discute avec des gens, tu vois. Enfin, je ferais la même chose, tu vois, techniquement, c'est juste que peut-être qu'on sera soutenu par un système, bah, du coup, on arrivera à un tel niveau économique, tu vois, peut-être c'est un peu le fantasme de Sam Altman, c'est d'arriver à un tel niveau, en fait, de productivité, grâce à l'IA, qu'on solve ce qu'on appelle le labeur, en fait, donc tout ce qui est tâches euh, manuel, mais même le travail comme on l'entend aujourd'hui, et qu'on passe, et Danko parle de ça, un créateur que j'aime beaucoup, tu vois, de la phase où, en fait, tu as les créatifs, en fait, vraiment, l'humain peut vraiment se réapproprier sa créativité. Alors aujourd'hui, on va se dire, oui, mais les créatifs, bah, c'est une minorité, mais peut-être parce que, comme tu disais tout à l'heure, hein, avec le lifestyle, c'est que les gens ne s'imaginent pas, en fait, comment vivre avec moins d'argent, bah, ils s'imaginent pas ce que ça veut dire être un créateur au sens, être créatif, euh, être utile autrement que par je donne 8 heures par jour à quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc je suis moins pessimiste. Donc je suis pessimiste à 10-30 ans là-dessus. Après, j'ai pas mal d'espoir sur la blockchain que j'ai plus étudié récemment, où je me dis qu'il y aura des vrais usages au niveau social aussi pour répartir la valeur d'une manière plus équitable. Aujourd'hui, on a un problème dans le Web 2 globalement. Donc le Web 2, c'est le web des apps et le web des social media, alors qui nous a beaucoup aidé hein, en tant que créateur, notamment par le fait qu'il y a beaucoup de gens sur les plateformes qui peuvent voir nos contenus. Mais le mauvais côté, c'est que même en tant que créateur, en réalité, on n'est pas beaucoup rétribué par tout ça. Et du coup, je vois pas mal de mécanismes avec la blockchain. J'en parlais à Elliot, tu vois, dans sa communauté. Donc, tous les gens qui ont des communautés, qui ont des projets sociaux, en fait, ils vont pouvoir incentiver de manière beaucoup plus faire, on va dire, tous les acteurs parties prenantes. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui est très léviathan, quoi. Un gros prend tout, donc le gouvernement prend tout l'argent, Amazon prend tout l'argent, TikTok prend toute l'attention, et on va revenir sur une économie plus splittée. Et un des livres que je recommande aux gens, justement, pour comprendre ça, c'est The Sovereign Individual, ou The Individual Sovereign, j'ai jamais le nom, qui justement explique comment on va se retrouver avec même la notion d'État va. Alors là, je pars dans tous les sens, mais la notion d'État va peut-être même être remise à mal. Le côté très centralisé va être rediscuté. On rentre dans une nouvelle phase, je pense, justement, il y aura une tension centralisation-décentralisation. Et du coup, ça, c'est un peu mon. Tu vois, autant il y a le côté spirituel, mais aussi une de mes quêtes pour en 3, 5, 10 ans, c'est réfléchir plus à ces modèles plus sociaux, plus systémiques, sur lesquels je pense moins. Mais là, je lis des trucs, mais c'est pas mon combat en ce moment. Mais j'aimerais bien, ouais, tu vois, ouais, être plus plus influent et être un penseur un peu du monde ou pas web second web 3 mais le côté monde systémique et comment la tech peut aider dans ce monde-là. Donc ça sera ma phase sociale. Tu vois. Là, je suis dans ma phase plus construction, apport à l'individu, création vraiment de valeur, tu vois, mais pour entre guillemets, les 1%, tu vois. Et après, c'est comment, tu vois, on revient aussi à aider, entre guillemets, les 99%, les 90%, je sais pas le pourcentage, qui, eux, en fait, n'auront pas forcément le contexte d'avoir cette chance qu'on peut avoir aujourd'hui de vivre grâce à Internet. Quoi. J'ai l'impression aussi qu'en t'entendant de toute façon sur ces dernières réponses que pour toi, c'est pas très grave si la forme de la créateur économie, elle est comme ça dans 5 ans ou pas. Ce qui compte pour toi, c'est tu feras ce que t'aimes et tu trouveras un moyen de le monétiser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, On peut dire ça, ouais. ok. Je vais te laisser sur cette question. Juste, ouais, ma dernière question, c'est, je sais que tu as lu beaucoup de livres et que tu as beaucoup de curiosité autour de ça. C'est quoi les 5 livres que tu recommanderais à quelqu'un pour une vie épanouie? Pour le tien, hein, bien sûr, tu peux commencer, tu as le droit. Ouais, c'est toi qui le cite, justement, ça va m'en enlever un. J'ai toujours du mal. Alors, c'est bien parce que tu me donnes 5, donc ça me donne quand même Ouais, je plus le sais. choix. Un, c'est impossible. Un, c'est très dur. Euh,
Alors effectivement, tu m'as dit donc pour une vie épanouie, c'est ça que tu as dit, Ouais, hein? ouais. Avec ta vision de ce qui amène une vie épanouie. Hein. Si c'est un livre business, ça me va Ouais, très bien. ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, justement, tu vois, si je commence par un livre business, mais qui est assez spirituel, mine de rien, le livre de Danko, The Art of Focus, j'ai trouvé excellent. Ok, Je suis un peu jaloux même parce que je trouve qu'il allait encore plus loin que le mien. ok, Justement parce qu'il a une dimension spirituelle qui est un peu plus avancée que la mienne. ok. Donc je trouve il a bien théorisé à partir de sa perspective comment le business a un impact sur sa vie spirituelle, mais même au niveau de l'univers, tu vois, enfin, il va assez loin. Ok. En termes d'alignement, en tout cas, c'est bien creusé, je trouve. Donc, The Art of Focus. En deux, alors je ferai ceux qui viennent, hein, ce ne sera pas forcément la réponse parfaite, mais c'est ce que sera. S'anomaliser de Étienne Lerin, donc c'est le youtubeur Le Dolmen, qui est un gars que j'ai rencontré l'an dernier, c'est un des youtubeurs français, je trouve, les plus brillants en philosophie. Ok. Et il parle justement et d'ailleurs, il est très critique du monde des formations, des coachs, tout ça. C'est hyper intéressant. Et il a écrit son premier essai qui s'appelle S'anomaliser, qui est, je pense, un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Ok. Là, j'en ai peut-être lu 20, 25 des livres depuis le début de l'année. C'est top 3, tu vois, dans les livres que j'ai lus là. Et je pense qu'il met beaucoup. Enfin, c'est vraiment un bon livre à lire, tu vois, pour se remettre en question, se mettre un peu en crise existentielle, mais pour mieux en sortir après, tu vois. C'est un excellent livre. Le livre de Ken Wilber, euh, peut-être pas le gros, mais une brève histoire de tout, que je peux mettre dans ce top 5. The Individual Sovereign, pour comprendre en fait dans quel monde on est, vers quel monde on va. Et ce qui me viendrait aussi, un livre que j'ai lu sur la blockchain récemment, il s'appelle Read, Write, Own de Chris Dixon. C'est le meilleur investisseur startup Web3. Et c'est un livre qui fait permettre de vraiment bien comprendre l'enjeu de la blockchain à tous les niveaux économiques, social, politiques. Et je trouve que c'est pas mal, ça permet de comprendre le futur en fait maintenant et peut-être même d'y contribuer. Donc c'est cool. Ça, c'était assez rigolo parce que hier, j'ai entendu que tu recommandais à The Sovereign Individual. Du coup, j'ai été voir sur Amazon. Je l'ai ajouté dans ma liste d'achat. Et puis, en l'ajoutant sur ma liste d'achat, je regarde toujours ce qui m'est Les- suggéré, tu vois. Et le premier suggéré en lien avec The Sovereign Individual, c'était Read, Write, Own. Ah, c'est marrant. Bah ouais, ouais, je peux comprendre pourquoi, effectivement. Allez, je sais pas si je suis à 4 ou 5, mais l'almanach de Naval, beaucoup de gens en ont parlé maintenant, mais toi, je rajouterais ça parce que je pense que c'est une bonne compréhension justement de comment tu deviens un être complet, mais oui, il te dit clairement, à un moment, il faut faire de l'argent parce que c'est quand même beaucoup plus simple après pour le reste. En tout cas, ça unlock des choses qui sont intéressantes. Et je triche, je leur donne un dernier, mais les bouquins et le site surtout de Derek Sivers. Tout. Le site est incroyable. Moi, la page About de Derek Sivers, c'est ma page préférée sur Internet. Là, j'ai créé mon rêve, c'est de. Ah, je sais marrant, je partage ça. J'adorerais. En fait, je pourrais déjà le faire maintenant, en réalité, je pense. Toi, faire comme lui, avoir un site HTML, pas de pop-up que dalle, enfin, tu vois, genre HTML, aucun CSS et juste mes articles. Et un pauvre encart pour pouvoir donner l'email éventuellement pour ma mailing list. Et là, j'ai trouvé un site qui fait ça, justement, que Derek Sivers a mis en avant, qui s'appelle Bird Dev Blog. Okay. Et ça permet dans 3 minutes de faire ton site en HTML. Je trouve que la version, tu sais, le plugin Publish de Obsidian permet quand même ça pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai. Bah ouais, ça peut être ça, effectivement. Obsidian Publish ou tout ce tool-là. Et Derek Sivers, ouais, j'adore parce que c'est vraiment tu vois, c'est un peu. Là-bas, ce qu'il dit win the game to escape the game. Et tu vois, il a escape the game. Et en même temps, il vend encore des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de livres par an, tu vois. Et il écrit pendant toute la journée, il élève son enfant. Enfin, il a vraiment c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir dans 10-15 ans, tu vois. C'est un malade. Hein. J'ai lu How to Live. J'ai eu les larmes aux yeux dans les 3 premiers chapitres en mode. Enfin, pour moi, quand quelqu'un me met les larmes aux yeux, c'est qu'il a fait un travail qui est brillant, quoi. Et j'ai vraiment senti ça avec lui, quoi. Ouais. Ouais, c'est puissant. Ouais. C'est particulier comme livre. C'est Parce que c'est particulier. très, très dense, du coup, vu qu'il a tout concentré dans 120 pages, alors qu'il y avait 1000 pages, plus de 1000 pages, le draft.
Mais ouais, bah moi, il m'accompagne depuis 2016, Derek Sivers. C'est lui et Naval, un peu, c'est mes deux, tu vois, depuis 2016-2017, qui m'ont beaucoup aidé sur le côté philo slash entrepreneuriat. Donc, et maintenant, il y a Danco aussi, je trouve, qui va dans Moi, cette direction j'accroche aussi. pas avec Danco, hein. Ah ouais, sur le. C'est quel aspect? C'est le. Je sais pas, je sais pas, j'accroche pas. Je trouve que je, je trouve qu'il a pas tu vois, le comparer à Naval Derek Sivers. et Derek Sivers, je trouve que c'est pas un cadeau pour Ah Naval et ouais, Derek Sivers. Moi, ce que je lui reproche, en fait, par rapport à il a pas cette finesse, cette sensibilité que je peux retrouver chez Derek Sivers tu sens que sa compréhension est très intellectuelle, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je pense parce qu'il est. Bah, un, il est plus jeune déjà. ouais. Donc, ça peut. Oh, t'as des J'ai contre-exemples pas de cette gens. prof. En fait, c'est bien, c'est très bien écrit, c'est très intelligent et tout, mais j'ai pas ce supplément d'âme, cette sensibilité qui moi me touche quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Bah, ouais, je suis assez ok là-dessus. Je suis assez d'accord sur ça. Euh, et en même temps, ouais, c'est vrai. Je pense qu'en tout cas, sur un biais business, je le trouve intéressant, mais c'est vrai que je peux pas le mettre pas dans la même catégorie, effectivement, des deux autres. Mais c'est juste il m'a quand même pas mal aidé, on va dire, il fait réfléchir la dernière année, donc je suis un peu influencé là. Mais ouais, je le mettrais dans une catégorie à part. Mais en même temps, c'est un mec, voilà, moi, je juge beaucoup les gens par rapport à leur progression, de manière relative, pas absolue. Et bah, on verra dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans où il est, tu vois. En fait, Bah, même si c'est pour ça. moi, enfin, je suis moyennement d'accord avec ça dans le sens où avoir des followers et de l'argent, ça se rétro-ingénieur. Mais ça veut pas dire que t'as vécu une vie alignée avec ton âme, tu vois. Hmm. Du coup, je suis pas forcément d'accord avec cette métrique, mais je sais Ok. que t'as un call après, donc je vais pas te prendre plus de Ouais, temps, on pourrait élaborer là-dessus, mais je te prends pas plus de temps. En tout cas, merci beaucoup pour le temps, pour le call, et puis pour cette discussion. Je repars aussi avec des livres à lire, et puis on pourra échanger là-dessus. avec plaisir, c'était top.